possible, je pense que ce n'est pas possible et je pense que c'est injuste. Alors les recettes supplémentaires, ce n'est pas forcément politiquement incorrect ou provocateur. Parce que les recettes supplémentaires, ce n'est pas forcément une hausse des taux de cotisation. Ça peut être des recettes différentes, des recettes nouvelles, affectées à la retraite, et bien sûr un élargissement des assiettes de cotisation. Ça me permet de vous dire, de rappeler que la sécurité sociale est construite avec la superposition de deux logiques, et c'est important. Une logique de solidarité, qui est fondatrice du système de solidarité, de sécurité sociale, et puis une logique d'assurance. Le lien entre la cotisation et la prestation, c'est un lien assurantiel, car la pension est bien calculée en fonction des revenus et des cotisations versées et des revenus d'activité. Mais la solidarité, la mutualisation du risque, elle est là pour amener des mécanismes correcteurs. Donc la solidarité, elle donne quoi? Elle donne aujourd'hui validation de droit à la retraite sans contrepartie de cotisation au titre de la solidarité, donc sans cotisation pour l'assurer lui-même. La réforme de 93, j'en parlais précédemment, a d'ailleurs permis de clarifier un peu les charges du régime de retraite qui relèvent de l'assurance vieillesse et celles qui relèvent de la solidarité nationale. Et la déclinaison entre solidarité et assurance, ça conduit effectivement à des logiques de financement qui peuvent être différentes. Une logique d'une assiette plus large, plus socialisée que celle des salaires. Alors ça peut être la CSG, mais d'autres, pour tout ce qui est solidarité nationale. Et une logique de prestation contributive, dans laquelle l'assuré s'y retrouve en termes de contribution par rapport à son niveau de pension, par rapport donc au niveau des revenus d'activité. Alors au fil du temps, ça a été fait par la CSG, la CRDS, par des changements d'assiette sur des revenus autres que les revenus d'activité et par de la fiscalisation. Mais la solidarité, ça répond à un besoin d'intérêt général et ce besoin d'intérêt général, aujourd'hui, il peut être financé de façon plus généralisée que par les cotisations salariales. Alors les questions maintenant sur les mesures d'équilibre à moyen et long terme. La question, est-ce que les paramètres qui ont été utilisés dans le passé, du type les recettes et du type la baisse du niveau des pensions, est-ce qu'ils peuvent être encore réutilisés dans l'avenir, à moyen, à long terme? Bien sûr que le problème se pose pour les leviers recettes. Les leviers recettes en matière de retraite, c'est quoi? C'est 13% du PIB aujourd'hui. Je pense que nous irons au-delà des 13% du PIB. Par contre, est-ce que l'effort peut reposer uniquement sur les recettes? Certainement pas. Et d'ailleurs, on le montre ô combien en voyant ce que ça donnerait si on jouait sur un seul des leviers de la retraite. Alors après la baisse du niveau relatif des pensions, je pense qu'il a atteint un seuil critique. Alors je vais être en désaccord avec certaines interventions. Je pense qu'il a atteint aujourd'hui un seuil critique en deçà duquel il ne faut pas aller pour que le système de retraite par répartition reste crédible. Alors, la retraite par répartition, bien sûr, on parle du niveau de vie. Le niveau de vie, on y met le patrimoine. Heureusement qu'à 60 ans, j'ai un patrimoine un peu plus fort qu'à 20 ans. C'est plutôt bien. Moi, je parle de revenus, d'un revenu de remplacement qu'est la retraite, qui doit pouvoir se mesurer par rapport au revenu d'activité. Je suis au jour J en retraite, au jour J en activité, au jour J+1 en retraite. Quel est effectivement mon taux de remplacement par rapport à mon salaire d'activité? Et les paramètres peuvent être acceptables en termes d'efforts, y compris des paramètres emblématiques comme l'âge ou la durée d'assurance, si l'enjeu du rendez-vous 2010, c'est bien aussi l'enjeu du niveau des retraites par rapport au salaire d'activité. À mon avis, l'enjeu de ce rendez-vous 2010, c'est redonner confiance. C'est redonner confiance. Parce que pour une partie des jeunes générations, il faut la gagner, la confiance, aujourd'hui. Et que le système par répartition, il doit être en mesure, pour redonner confiance, d'être très lisible sur les mesures d'acquisition des droits pour la retraite à un niveau satisfaisant, donc dans une logique qui est contributive. La confiance des salariés, elle doit se gagner par rapport au principe de la répartition, elle doit se gagner pour toutes les générations, les plus âgés, mais aussi et surtout les plus jeunes. Et ça, il y a un enjeu colossal qui repose peut-être sur 4 éléments que je vais aborder très brièvement. Le premier, c'est un niveau de retraite prévisionnel suffisant et assuré. Alors si on reprend 2003, dans l'exposé des motifs de 2003 figure la phrase suivante: un haut niveau de retraite de l'ordre en moyenne de 2/3 des revenus d'activité à l'horizon 2020
constitue la référence choisie par le gouvernement. C'est bien. C'est bien, sauf qu'une cible de référence qui est calculée en taux de remplacement moyen ne parle à personne. Parce que la moyenne, ça ne rassure pas. La moyenne, c'est personne ou c'est tout le monde, mais en tout cas, ça ne parle pas à chaque individu. La seule mesure qui est en capacité de rassurer, c'est ce que j'appelle un bouclier retraite, donc je vais vous en parler, mais pour chacun, ça veut dire un bouclier individuel. C'est un minima rassurer les salariés du privé parce que aujourd'hui, les salariés du privé, ils n'ont pas de garantie tangible en matière de retraite, ni tangible ni lisible. Donc, un minima, c'est de nature peut-être à fédérer les Français, tous statuts confondus, parce que ça ne les oppose pas et ça donne des précisions à la catégorie de la population qui représente 30 millions de Français et qui en a besoin, qui a besoin qu'on lui parle un peu et qu'on la rassure en matière de retraite, donc les salariés du privé. Deuxième élément pour la confiance, la préservation du principe de contributivité, parce qu'il est important et il faut qu'il y ait une relation avérée, lisible entre les cotisations et la retraite. Le troisième élément, une solidarité bien sûr financière du régime et sa soutenabilité à long terme. C'est indispensable pour la confiance. Et puis le quatrième élément, ça a été évoqué précédemment, l'équité dans la répartition des efforts entre les générations. Parce que l'équité entre les générations, c'est la garante du système de la répartition, de l'équilibre du pacte social sur lequel est fondé notre système de retraite. Donc l'axe prioritaire, je pense, ce sont des mesures claires, des mesures lisibles, surtout pas des mesures en douce, surtout pas, Monsieur Lebras, des subrepticements. Je ne crois pas aux subrepticements en matière de retraite, je crois au contraire qu'il faut afficher fermement ce que l'on veut faire en expliquant ce que l'on fait, en expliquant l'impact des mesures. Sinon, la confiance, nous ne la retrouverons pas en matière de retraite. Donc, dans ces conditions, bien sûr, les efforts doivent être partagés sur tous les leviers, partagés par tous, y compris sur la durée. Je le dis clairement ici dans la marge de manœuvre que je m'octroie et que je n'ai pas. Pour terminer, deux paradoxes concernant le système de retraite. Le premier paradoxe, c'est que la réflexion qu'on entend souvent en matière de retraite, c'est de la part des Français, c'est on n'y comprend rien. Alors, c'est intéressant parce que M. Briel l'a dit, on n'a jamais peut-être disposé d'une vision aussi précise, aussi claire, aussi réfléchie en termes de besoins de financement de nos systèmes de retraite. Le corps y a largement contribué, c'est le cas aujourd'hui. Pareil, l'information individuelle des assurés, notamment ceux du privé en matière de retraite, n'a jamais été aussi développée par l'information des assurés sur leur système de retraite. Aujourd'hui, ils reçoivent une information en termes d'annuité acquise et en termes aussi d'estimation de retraite. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on n'a jamais été quand même aussi près du but pour donner une complète, précise et lisible pour tous les assurés. Alors, le deuxième paradoxe, de façon très rapide, la majorité des assurés aujourd'hui se dit plutôt contre la remise en cause de la retraite à 60 ans, si on pose aux Français la question comme ça. Si on la pose comme ça, personne n'en a envie. Par contre, tous les Français disent quoi ? Que le système va rester crédible si on garde un niveau de taux de remplacement qui leur paraît crédible et qui leur paraît acceptable. Alors la vraie question à poser et à leur poser, c'est est-ce qu'il est possible de maintenir un taux de remplacement crédible sans toucher à l'âge de la retraite ? Je vous répondrai si vous me posez la question. Alors, redonner confiance aujourd'hui, oui, c'est expliquer la palette des choix aux Français entre les efforts de contribution et puis sinon quoi ? Sinon la baisse des pensions. Donc ce rendez-vous 2010, moi je pense qu'il doit nous permettre de repréciser ensemble tout simplement la nature de la protection sociale que nous souhaitons, du pacte en protection sociale que nous voulons. La France, c'est l'un des rares pays où les inégalités ne se sont pas accrues ou très peu accrues pendant la crise, ce qui démontre la force justement de notre pacte social solidaire et mutualisé. Alors les questions que je pose aujourd'hui, que nous nous posons, c'est est-ce que nous sommes capables, ce pacte-là, de l'adapter et de le rénover ? Je pense sincèrement que oui. Si nous devons le faire, c'est en expliquant les contraintes, en expliquant les atouts de notre modèle. Je fais partie des personnes qui pensent que notre modèle a des atouts fantastiques et que s'il y avait un modèle à porter dans le monde, ça serait peut-être celui-là, une fois équilibré financièrement. D'expliquer bien sûr, mais en tout cas autant que le beau modèle suédois qui n'a rien de beau, en expliquant les efforts à produire, bien sûr, à tous les Français, mais en montrant
en montrant une petite lumière derrière l'effort, en montrant une flamme derrière l'effort qui est celle quand même du mieux vivre ensemble. Merci beaucoup pour ce panorama très opérationnel d'ailleurs et puis très engageant aussi. Vous avez pris un certain nombre de positions. Je vais peut-être immédiatement vous passer la parole en fait. Qui est-ce qui souhaite poser la première question ou apporter la première réflexion ?